Bonjour à tous. Nous allons commencer cet atelier qui a pour objectif de vous faire découvrir l'écosystème de la Turquie en ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement et l'industrie en Turquie. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir devant vous Monsieur Antoine Aoun, qui est le conseiller France pour le Presidency Investment Office de la République de Turquie. Donc je vais vous indiquer comment va se dérouler notre atelier. Je vais faire une très courte introduction sur les partenariats chez BPI France et je passerai la parole ensuite à Antoine Aoun qui va vous présenter dans une première partie un panorama en fait des raisons d'investir en Turquie. Ça sera la première partie. Ensuite, une deuxième partie, Antoine Aoun vous expliquera pourquoi il est là et témoignera pour vous de son expérience professionnelle antérieure, puisqu'il a été directeur général d'un grand groupe automobile français en Turquie. Donc, il vous apportera son témoignage et vous pourrez ensuite lui poser les questions qui vous intéressent sur le sujet. Je vais vous laisser la parole à Antoine ensuite. Alors, d'abord, pour BPI France, sachez que les partenariats à l'international sont notre préoccupation, en tout cas au niveau de la direction internationale et la direction de l'export, pour promouvoir la coopération entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères, et notamment donc aujourd'hui c'est les entreprises turques. Nous essayons de conclure des partenariats institutionnels avec nos homologues, ou en tout cas les institutions qui font à peu près le même job que nous, BPI France, en Turquie. Et nous avons notamment noué 2 partenariats récemment avec la Turquie, avec KOSGEB qui s'occupe en Turquie de soutenir et de financer et d'accompagner les PME turques dans leurs opérations de croissance, de développement et d'industrialisation. Et un accord également avec TÜBİTAK, qui est l'organisme qui finance la recherche, le développement et l'innovation en Turquie. Donc nous avons ces 2 partenariats et via ces 2 partenariats, nous pouvons soutenir les entreprises françaises qui souhaiteraient coopérer et prendre des contacts avec des entreprises turques ou s'implanter ou exporter en Turquie. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter la délégation régionale, la direction régionale ou territoriale de BPI France dont dépend votre entreprise, afin de vous renseigner sur les possibilités de coopération entre les entreprises françaises et les entreprises turques, notamment grâce à ces 2 partenariats que nous avons conclus. En plus de ces 2 partenariats institutionnels que nous avons conclus pour favoriser les contacts entre entreprises, nous avons aussi un programme intergouvernemental auquel la Turquie participe qui s'appelle Eureka. Et c'est un programme de coopération entre les entreprises et les laboratoires des différents pays qui font partie de ce réseau. C'est un réseau international. Et le principe, c'est que l'institution nationale, comme BPI France par exemple, finance son entreprise française, et en Turquie, c'est une autre institution turque qui va financer l'entreprise turque qui va travailler, coopérer
et entrer dans le partenariat avec l'entreprise française. Donc chaque institution s'occupe de son national. C'est un programme qui fonctionne très bien. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous souhaitez prendre des contacts avec des entreprises turques ou participer à un programme de coopération technologique, n'hésitez pas à contacter votre délégation régionale chez BPI France. Donc voilà, ça c'était mon introduction. Et une introduction sur les partenariats potentiels que nous pouvons soutenir et financer en France chez BPI France. Et maintenant, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer la parole à monsieur Antoine Aoun, qui va vous expliquer qui il est, quel est son rôle en tant que conseiller France pour le Presidency Investment Office in Turkey. Quel est le rôle de ce bureau d'investissement. Et puis ensuite, Antoine va vous présenter quelques slides pour vous donner le panorama et la motivation pour aller investir en Turquie. Donc merci pour votre attention et donc je cède la parole à Antoine. Merci Antoine. Merci. Ça va, c'est bon? Vous entendez? Merci Sylvie pour cette belle introduction. Donc, je me présente, Antoine Aoun. En fait, je suis ingénieur. J'ai fait toute ma carrière chez Renault-Nissan. J'étais à l'ingénierie. Après, j'ai fait des achats à l'international. On se connaît. En Russie, en Roumanie, au Japon aussi. Et mon dernier poste était justement en Turquie. J'ai passé 4 ans et demi en tant que directeur général de Renault, Oyak Renault, ce qu'on dit Renault en Turquie. Et j'ai rejoint l'Office des investissements, ce qu'on appelle Invest en Turquie, comme conseiller en France, il y a à peu près un an et demi. L'objectif de cet office, alors c'est un office qui dépend de la présidence turque. Donc il a évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, plein pouvoir dans ce pays. Et c'est un guichet unique. C'est un office qui aide les sociétés, notamment les sociétés françaises, à investir en Turquie et évidemment d'une façon un peu globale à faire la coopération entre les sociétés françaises et turques. On travaille aussi avec Business France, Véronique est là, donc on a pas mal de partenaires à travers et en France et en Turquie, mais je répète, sa mission principale c'est aider. Et après je vous dirai comment on aide justement des exportateurs, des constructeurs, des sociétés françaises qui souhaitent s'implanter et investir dans ce pays par des mécanismes d'incentives essentiellement. Donc justement, j'ai préparé quelques slides. Je vais commencer par le premier pour vous montrer, ou plutôt expliquer et essayer de vous motiver justement et vous parler essentiellement de ce potentiel qui s'appelle la Turquie. C'est un vrai potentiel pour les sociétés françaises qui souhaitent se développer, donc aller chercher encore plus de business à l'international et pourquoi pas en Turquie. La Turquie, comme vous le savez, est un marché de 85 millions d'habitants quand même, c'est un grand marché. Et je pense que vous le savez aussi, il a signé des contrats d'échange, hors douane en fait, avec des pays africains. Donc vous pouvez, à partir de la Turquie, exporter vers le Middle East, exporter vers l'Afrique et exporter quasiment sur toute la zone ou tous les pays qui se terminent par an, Kazakhstan, etc. etc. C'est quand même un potentiel, sans oublier bien sûr l'Europe, où il y a un accord de libre-échange entre l'Europe et la Turquie, ce qui vous donne en fait, qui donne un potentiel de l'ordre de 1 milliard de consommateurs potentiels pour quelqu'un qui s'implémente là-bas et qui essaye bien sûr de faire de l'export. Et vous allez voir, la Turquie offre énormément d'incentives pour les sociétés qui souhaitent s'implanter, donc qui souhaitent mettre de l'argent en termes d'investissement et surtout si cette société souhaite aussi exporter. Le deuxième sujet qui est important, c'est évidemment le point géographique et stratégique de la Turquie. Vous pouvez l'imaginer, c'est un bridge, c'est un pont entre l'Occident et l'Orient. Pour les gens qui ont visité récemment la Turquie, ils peuvent voir quel est le niveau d'investissement dans l'infrastructure, le nouvel aéroport, toute la partie, je dirais, aide à la logistique qui est très 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 bien développée. Sans oublier évidemment les ressources humaines, parce que pour investir, il faut quand même des ressources humaines. Je veux parler essentiellement, et je reviendrai après dans mon témoignage,
de la disponibilité des ressources qualifiées au niveau des opérateurs, au niveau des techniciens, au niveau des informaticiens, au niveau des ingénieurs, avec des prix qui restent quand même intéressants. Le SMIC là-bas, je pense que vous le savez ou vous ne le savez pas, il est dans les 400 euros. On peut démarrer avec un ingénieur à hauteur de 1000 euros. Évidemment, si on monte en grade pour avoir surtout des informaticiens, parce que ça commence à être un peu l'oiseau rare, hein, l'ingénieur rare, on monte un peu plus, mais ça reste quand même très potentiel. Sans oublier que là-bas, la durée hebdomadaire de travail, elle est de 45 heures. Je peux vous dire, de par mon expérience, mes amis turcs, dans ma société, bossaient plus que ça. Parce qu'on est là-bas orienté résultat. Et en fait, comme on dit souvent, rien n'est impossible. Ce qui intéresse, c'est le résultat et le résultat sur le court terme. Après, il y a un élément très important qui aide aussi les sociétés, qui n'est pas, je reviendrai après avec un slide, c'est ce qu'on appelle un peu les incentives. C'est-à-dire que le gouvernement turc, afin de pousser les investisseurs justement à se développer dans ce pays, a des mécanismes d'incentive. On va revenir après dans le détail, mais vous allez voir, il est très puissant et ça peut aussi rendre l'équation encore plus compétitive pour la société qui s'y installe. Évidemment, je veux parler aussi de toute la partie, j'ai envie de dire, tout ce que l'État turc, le gouvernement turc a mis en point et a incité les sociétés à faire de la recherche et développement. J'ai un slide spécifique qui vous présente un peu tout ça. Vous allez voir, il est aussi très puissant. Je termine quand même, seulement pour rappeler quelques chiffres. Vous savez quand même, la Turquie et la France, c'est quand même des relations depuis des années et des années. Aujourd'hui, la France et la Turquie sont des partenaires. Je crois que nous sommes, la Turquie est à 8e en termes de classement d'échange commercial entre la France et la Turquie. En 2022, je crois qu'on était autour de 22 milliards d'euros d'échanges, à peu près équivalent en fait entre Turcs et côté français. Alors justement, puisque je parlais d'incentives, il y a ce slide qui vous explique, mais en fait, j'avoue que l'exercice, il est un peu compliqué, ça ne peut pas se résumer en un seul slide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Turquie a mis en place des mécanismes d'incentives très puissants. En fait, pour résumer un peu la situation, il y a 3 niveaux d'incentives. Ah oui, il y a 3 niveaux d'incentives. Il y a évidemment la société qui souhaite investir dans l'industrie. Dans l'industrie. Alors dans l'industrie, évidemment, vous pouvez l'imaginer, il y a des petits investissements comme il y a des investissements plus importants. Et évidemment, les incentives ne sont pas tout à fait du même ordre. Donc avant tout, c'est l'investissement dans l'industrie, production. Et en plus, si on exporte, c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous aurez encore plus d'incentives. Je reviendrai après avec quelques exemples, mais évidemment, je pense le mieux, c'est que si vous avez un cas particulier à traiter, c'est qu'on puisse faire une réunion en face-to-face, cas par cas, parce que vous savez, tout se négocie dans ce pays, et je pense que le mieux, c'est de prendre des cas particuliers. Donc avant tout, c'est l'investissement dans l'industrie et à l'export, l'investissement dans la recherche et développement. C'est aussi quelque chose qui est très demandé, très recherché par la Turquie, et ça peut amener énormément d'incentives. J'aimerais seulement vous donner quelques exemples d'incentives. Tout ce qui est exonération de TVA, de droits de douane, des impôts, au moins sur 5 ans, vous ne payez pas d'impôts pour quelqu'un qui s'y installe, qui évidemment lance aussi une production, c'est encore mieux, et s'il fait de l'export, c'est encore mieux. Prise en charge par la Turquie toute la charge patronale. Vous savez ce que c'est. Ça pèse énormément. Le gouvernement turc peut prendre en charge cette partie-là. Attribution d'un terrain, s'il y a un gros projet, ça se négocie. Après, on peut imaginer autre chose, je répète, tout se négocie, mais dans un cadre bien défini qui est avant tout projet industriel,
petits et grands, de l'exportation et de la recherche, développement et innovation. Voici une liste, elle n'est pas exhaustive, des grands groupes comme Stellantis, Ford, Mercedes, Renault, pour ne pas le nommer, qui ont déjà investi dans la recherche et développement. Il y a des groupes qui ont des moyens que j'ai visités de 2000, 3000 ingénieurs et qui font des développements, de la recherche et développement spécifiques pour lancer un nouveau produit, pas nécessairement pour la Turquie, mais aussi pour l'export et pour des pays européens. Ça, c'est quelque chose qui est très demandé. Et comme je disais avant, la qualité des ingénieurs, la qualité des informaticiens a des coûts qui sont quand même, on va dire, abordables. Et le temps de travail font quand même qu'aujourd'hui, ces groupes sont très contents. Et tous les jours, on a des demandes pour qu'ils puissent encore monter plus, en innovation et monter en investissement. L'exportation, qui est quand même un domaine très recherché et qui marche très bien en Turquie. Ici, je vous ai mis un chiffre, bon, il est ce qu'il est, 250 milliards d'exportation, pour vous dire qu'aujourd'hui, qu'il y a des sociétés, des grands groupes, qui font quasiment à 80-90% d'exportation. Je donne l'exemple de Toyota qui exporte 90% à peu près de sa production. S'il exporte, vous pouvez, je pense, en douter qu'ils exportent parce qu'ils sont bons, les produits sont bons, les produits sont compétitifs, la qualité est là et quelque part, il y a une équation de retour sur investissement qui est très, très, très intéressante pour le groupe. La Turquie, avant tout, est un pays d'export. Est un pays d'export et comme je disais avant, avec un potentiel quasiment de 1 milliard de clients potentiels, qui sont l'Afrique, le Middle East, les pays limitrophes de la Turquie et évidemment l'Europe. Aujourd'hui, on recense, comme vous voyez en 2021, à peu près 48 produits qui dépassent les 1 milliard qui sont exportés de la Turquie. C'est quand même impressionnant. Il y a quasiment de tout, surtout l'automobile, le textile, l'agro, l'aéronautique, le spatial, et voire d'autres produits aussi qui sont aujourd'hui exportés de la Turquie avec justement ce montant qui est très important. Alors, vous, on va dire les futurs, les potentiels investisseurs, je voudrais vous dire quand même qu'il reste encore des secteurs d'opportunité en Turquie. Il reste encore des secteurs, justement, à développer, à investir. Alors, j'ai pris quelques exemples ici. Je veux commencer par l'automobile. Seulement vous dire que la Turquie, aujourd'hui, produit de l'ordre de 1,5 million de véhicules par an. Et quasiment tous les groupes internationaux sont présents. Et comme je disais, ils font quasiment tous de l'export. Et s'ils font de l'export, je suis désolé de répéter, mais s'ils font de l'export, c'est parce qu'il y a un intérêt pour eux. Et l'intérêt, vous pouvez en deviner, c'est que c'est la compétitivité de la main-d'œuvre, la compétitivité de la production sur place et aussi la qualité, justement, des produits fabriqués et exportés. Donc l'automobile aujourd'hui qui fait tourner quand même l'industrie, on va dire, une partie non négligeable de l'industrie turque, avec le potentiel de ses fournisseurs, est toujours demandeur. Parce que vous savez que chaque constructeur, pour augmenter sa productivité, augmenter sa compétitivité, essaie de localiser des pièces en Turquie. C'est-à-dire acheter la pièce, les freins, les sièges, les volants, etc., du pays, pas toujours importés, pour réduire bien sûr les coûts et générer encore plus de profit. Donc je pense que pour les gens qui souhaitent investir dans le monde automobile en tant que fournisseur,
en tant que fournisseur de rang 1, rang 2, rang 3, produire des petites choses, produire et exporter, je pense qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place parce que nous ne sommes pas à 100% de localisation et il reste encore un potentiel non négligeable. Le deuxième sujet, le deuxième domaine reste quand même toute la partie machinerie industrielle. On va dire c'est un peu le corollaire de l'automation, enfin de l'automobile, parce qu'on a besoin des machines. Il y a énormément de fournisseurs, il y a des grands producteurs de machines industrielles et je pense encore que ces gens ont besoin justement du support des investisseurs français pour se développer et exporter. L'espace et la défense, je pense que c'est un sujet aussi trivial. Vous en doutez, la Turquie a un positionnement important, je dirais, dans ce domaine, exporte énormément, fabrique énormément. Et aujourd'hui, par exemple, sans secret, Airbus travaille beaucoup dans la localisation des pièces qui est après utilisée justement à Toulouse ou ailleurs pour la fabrication des avions. L'énergie reste quand même un potentiel pour tout investisseur qui souhaite mettre de l'argent. L'agriculture, je pense que c'est un domaine où la France peut apporter énormément. Et il y a encore du potentiel non négligeable, des sociétés qui souhaitent justement se développer, acquérir des compétences, investir. Et je pense que le lien peut être intéressant pour des sociétés françaises, européennes, qui souhaitent investir dans ce domaine. C'est un domaine énorme, avec bien sûr, imaginez la superficie de la Turquie quand même, qui peut aider à se développer dans ce domaine. L'infrastructure, je pense que pour les gens qui ont visité récemment Istanbul ou la Turquie, je crois que vous avez remarqué les buildings, vous avez remarqué les autoroutes, la qualité de tout ça. Ce n'est pas terminé. Les parcs technologiques. Exactement. Incroyable. C'est impressionnant. Ce n'est pas terminé. Il y a encore des sujets qui sont mis sur la table quasiment tous les mois. Alors, managé par l'État, managé par le 50-50 entre l'État et le privé, tout est négociable, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un élément très important et qui a énormément de potentiel et qui reste encore profitable, si je peux m'exprimer comme ça. Il reste encore profitable, sans parler, bien sûr, de la finance, comme dans tout pays, je dirais, il y a énormément de choses à faire, à investir, parce que, bon, le système bancaire turc, je pense qu'il demande encore de la modernisation et beaucoup plus de travail avec des sociétés françaises, européennes. Voilà, j'ai essayé d'être court, bref, seulement vous dire que c'est un pays qui a du potentiel, qui a encore du potentiel. Il peut être très compétitif si on travaille bien et si on profite bien de tous ces mécanismes d'incentive. Et pour cela, mon dernier message, j'ai envie de dire, avant d'attaquer justement le témoignage, il faut le tester. Il faut le tester. Il y a l'office dont je le représente en France. Comme je disais, c'est un guichet unique pour attaquer en fait tous les ministères quasiment et qui peut aider à vous obtenir des incentives qui sont, croyez-moi, très importantes dans la compétitivité et dans le profit que vous cherchez et dans l'exploitation et voire le développement de votre business en dehors de la France. Voilà. Merci pour vos écoutes. Merci Antoine. La première partie. Voilà. Donc je vous avais annoncé une première partie avec une présentation un peu panoramique des avantages d'aller investir et entreprendre en Turquie. Donc maintenant, nous allons commencer cette deuxième partie puisque Monsieur Antoine Aoun vous a dit qu'il a dans son expérience professionnelle, il a été le directeur général d'un grand groupe automobile français installé en Turquie. Donc là, il va aborder non plus des
des chiffres et des montants ou des critères macroéconomiques, mais plutôt vous parler de son expérience personnelle en tant que DG de ce groupe pendant plusieurs années, n'est-ce pas, Antoine? 4 ans et demi, voilà, tout à fait. Merci encore. Donc justement, je voulais témoigner de mon expérience de 4 ans et demi quand même. Bon. J'ai démarré en mi-2018 jusqu'à fin 2021, début 2022. C'est tout récent. Je n'ai pas encore oublié la Turquie. Hein. Enfin, j'aimerais bien, pendant ces 10 minutes peut-être, aborder un peu en tant qu'expat, quelle est la vie d'un expat là-bas, dans un premier temps, la vie sociale, les gens, etc., la sécurité, bref. Et après, vous parlez justement un peu plus en tant que patron d'une société qui a 7-8 000 personnes avec plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Alors, démarrons par la première partie. Donc, mais écoutez, la première partie, et pourtant j'ai fait quand même pas mal d'expatriations avant. J'ai passé 5 ans en Russie, 3 ans et demi, on va dire, en Roumanie, chez Dacia, et 2 ans au Japon. Bon, je sais comment vivre à l'étranger, on sait comment se démerder, entre guillemets. Mais je peux pas, aujourd'hui, je peux dire que c'est quand même ma plus belle expérience, honnêtement, à titre personnel. À titre personnel, à titre de relationnel, le pays est beau. Je pense que pour les gens qui l'ont visité, je dis rien. Le pays est beau, on mange bien, les gens sont sympas, il fait beau. Le contact est facile, on peut se déplacer partout, facilement. Le pays est sûr, très sûr. On peut boire de l'alcool facilement, sans aucune contrainte. On peut manger ce qu'on veut. Et comme je disais, on peut visiter, rencontrer les gens et surtout avoir des relations avec les gens, discuter avec les gens. Je ne veux pas parler de mon expérience russe, mais je peux vous dire, arriver à Moscou et les gens vous regardent d'un air en disant « qu'est-ce que vous foutez là ?» Ce n'était pas tout à fait le même welcome, on va dire, la bienvenue des Turcs. J'ai senti directement que j'étais quasiment chez moi. Après quelques jours, après quelques mois, comme je disais, le contact est simple. C'est vrai, les gens ne parlent pas tous, alors français soit, anglais non plus. C'est une difficulté, il faut l'avouer. Mais bon, la langue, j'ai essayé de l'apprendre, elle est quand même un petit peu compliquée, mais je pense, pour quelqu'un qui est doué, ce qui n'est pas le bon cas dans les langues, je pense que c'est jouable, mais elle est compliquée. Je ne dis pas c'est un handicap, c'est une difficulté, c'est vrai. Les gens ne parlent pas tous, ni français, non plus anglais. Donc c'est aussi un petit problème. Sachant quand même dans le monde industriel, en tout cas chez nous, 70% des gens parlaient français, quoi. Bon, ben, parce qu'on existe, enfin, Renault existait depuis 50 ans, vous voyez, donc c'est pas quelque chose c'est pas un scoop. Donc, côté personnel, j'ai envie de dire, c'était franchement quelque chose de très bien. On s'y attache. On s'y attache énormément. C'est un pays au-delà de ma fonction aujourd'hui, c'est un pays qu'on aime. On le garde dans notre cœur. On ne peut pas l'oublier, je dirais. On ne peut pas l'oublier. Évidemment, si on n'oublie pas le pays, on n'oublie pas les gens et tous les amis avec qui nous avons pu travailler. Donc ça, c'est côté, on va dire, un peu personnel, social, etc. Après, il y a le côté professionnel. Bon, écoutez, j'aimerais bien vous dire que, en tant qu'un directeur général, qu'est-ce qu'il cherche? Enfin, un directeur d'une façon générale, qu'est-ce qu'il cherche? Avant tout, il s'assure, est-ce que les ressources humaines, les ressources, les RH sont là, les hommes sont là? Premier élément. Deuxième élément, il cherche la rentabilité et être compétitif et s'assurer à ce que l'argent circule bien, c'est-à-dire le cash flow est disponible. Deuxième. Et le troisième sujet qu'il cherche, c'est la stabilité du pays, parce que lorsqu'on met beaucoup de millions ou de milliards d'investissements, mais on a intérêt quand même à avoir une stabilité du lieu d'investissement. C'est une évidence. Donc une stabilité, une assurance
Et une certaine déontologie aussi, parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des, je suis désolé de parler du terme, avec des escrocs, quoi. Parlons du premier sujet, RH. Écoutez, comme je disais justement dans mon premier exposé, c'est la disponibilité de cette ressource au niveau des ouvriers, au niveau des techniciens, au niveau des ingénieurs, au niveau des informaticiens, peu importe. Cette disponibilité et la qualification de ces trucs. Les universités en Turquie sont de très bons niveaux. De très bons niveaux. Et franchement, tous les gens avec qui j'ai travaillé dans ma société, il y a toujours de l'ordre d'à peu près de 1500 ingénieurs. Des gens hyper qualifiés, beaucoup d'expérience, moins d'expérience dans l'informatique, dans la chimie, dans la mécanique, dans la soudure, bref, dans tous les domaines quasiment. Et on n'a jamais été déçu justement par cette compétence, ni par la qualité des produits fabriqués par ces gens-là. Et ce n'est pas moi seulement le dis, vous savez, lorsque vous appartenez à un groupe multinational, en plus on avait des Japonais avec nous, on avait souvent des audits de tous bords, voire même des classifications. D'accord, on vous donnait des awards si vous êtes bon, pas bon, comme les élèves, vous savez, au lycée, quoi. Et pendant au moins sur les 4 ans et demi que j'ai passé là-bas, on a obtenu quasiment le meilleur award de Renault et de Nissan pendant les 3 années. Ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de l'ensemble, de toute la population et justement des ingénieurs, des techniciens. Et évidemment, j'ai cité quelques chiffres pour dire que c'est une main-d'œuvre, c'est une spécifique, enfin, ce sont des gens qualifiés et pas chers. C'est aussi pas cher. Et ça, c'est très important. Vous êtes tous dans ce domaine. Vous savez que lorsqu'on a une bonne qualité de la main-d'œuvre, et surtout s'il y a la cerise sur le gâteau, s'il n'est pas cher, il est facilement exportable, et en plus, elle travaille, j'ai envie de dire, jour et nuit. Hein. Il y avait des gens chez nous, lorsqu'il y avait franchement une urgence, bossaient 60 heures. On ne comptabilisait pas le nombre d'heures. On n'est pas en train de dire, voilà, j'ai fait mes 8 heures, j'ai fait mes 9 heures. Les gens travaillent, et travaillent fort. Une petite reproche, un petit point, parce qu'il ne faut pas que je dise que des belles choses, c'est un peu le manque de stratégie, en fait. Nos ingénieurs, ils sont toujours dans l'opération, ils sont toujours dans l'exécution. Ce qui les intéresse, c'est de le faire et de le faire rapidement, dans l'urgence. Ils adorent travailler dans l'urgence. C'est comme ça. C'est vrai qu'avoir de temps en temps un manager qui essaie de donner des caps et donner une vision sur les 3, 5, 10 ans, je pense que ça peut rendre mieux l'équation plus sympa et surtout que le fonctionnement plus efficace. Donc qualité, disponibilité, compétitivité de la main-d'œuvre, je pense que ça c'était le premier critère en recherche. Bon, en tout cas, c'est ce que je recherchais au début et je l'ai trouvé. Le deuxième, je parlais de la compétitivité. Mais écoutez, lorsqu'on vous envoie pour manager une grande société, c'est pas comme manager Caritas, hein, je suis désolé, mais il faut faire de l'argent. Il y a un profit, d'accord? Il y a un profit. On vous envoie pour faire du chiffre d'affaires et du profit. Et pour faire du profit, il faut réduire les coûts. Je vous apprends rien. Et pour réduire le coût, il faut quand même avoir les ingrédients, justement, pour que votre produit soit fabriqué à bas coût. Pas bas qualité, hein, attention, toujours la meilleure qualité à bas coût. Et franchement, ce pays, il vous l'offre. Il vous l'offre en tant que main-d'œuvre, comme je disais, sur les investissements qui sont moins que les autres pays, sur la localisation. Le fait d'acheter un produit sur place, il est de facto moins cher. Donc tout ce qui est coût fixe, vos coûts indirects, toute la partie industrielle que vous achetez, y compris même les repas que vous donnez à vos employés tous les jours, ils sont moins chers qu'ailleurs. Et de ce fait, l'équation globale, croyez-moi, elle est très, très rentable. Sans parler d'un problème, il faut dire les choses, c'est là, la macroéconomie. Je pense que on risque de dépasser le timing si je rentre dans le détail de la macroéconomie. Oui. C'est un handicap
est un avantage en même temps. C'est un avantage si on sait bien l'utiliser, si vous exportez. Parce que le phénomène inflation qui est fort, hein, on n'est pas dans les 5-6% comme en Europe malheureusement, on est dans les 30, 40, 50%. Et bien sûr, la dévaluation, elle est à peu près du même niveau. Ce mécanisme, si vous le manipulez bien, c'est tout à votre avantage. Ça rend l'équation encore plus compétitive, surtout vous exportez. En 2 mots, vous produisez en livres turcs, vous exportez en euros ou en dollars, tout bénef. Le problème, et ça c'est ce que j'ai eu et j'ai souffert énormément, c'est la communication avec votre board en Europe, en France. Parce que les gens ne comprennent pas. Je pense que maintenant on commence à comprendre l'inflation depuis quelques mois, mais avant, les gens ont pensé que, ah bon, augmenter les salaires de 30%, mais vous êtes fous, c'est pas possible. Et ça fait partie justement des difficultés que tout manager doit l'intégrer, je dirais. Mais je répète, il faut l'intégrer pour mieux communiquer avec le board, sinon les patrons en France ne comprennent pas ce que vous faites. Et ça, c'est un problème. Et deuxième élément, si on manipule bien et si on travaille bien ce mécanisme de dévaluation, profiter de la dévaluation versus inflation, je peux vous dire sincèrement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Déjà, vous êtes compétitif et la cerise viendra après. Et ça rend encore plus l'équation compétitive. Mais il faut savoir la manipuler. Revenons au troisième avantage qui est la stabilité. Alors la stabilité du pays, écoutez, je ne suis pas là, on n'est pas qualifié pour faire ni de la politique, ni de la vision géopolitique, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que regardez tous ces groupes internationaux là, qui sont déjà présents. Américains, allemands, français, japonais, etc. Partons du principe que personne n'est dupe, personne n'est fou. Donc s'ils ont investi énormément de millions, voire des milliards avec tous ces centres de recherche et développement et toutes ces usines de production, sans faire beaucoup d'analyse, je dis au moins je suis rassuré. S'ils l'ont fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Après, la partie cash, ça c'est quelque chose de très important. Sachez quand même en Turquie, on peut travailler en dollars, on peut travailler en euros, il n'y a pas de capital control comme on dit. Vous générez de l'argent, vous pouvez l'envoyer en Europe, vous pouvez l'envoyer là où vous voulez, sans aucune contrainte. On ne vous oblige pas de travailler qu'en livres turcs. Vous pouvez manipuler des euros, des dollars. C'est un élément très important parce que dégager de l'argent, gagner de l'argent, c'est bien. Mais si on ne sait pas le manipuler ni le transférer, c'est le problème de tous nos actionnaires, je dirais, qui vont râler à tout prix. Voilà, donc bien sûr, merci beaucoup. Ai terminé. Je peux développer des heures et des heures. C'est formidable, c'est formidable. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, on va passer la parole à l'audience, au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Antoine sur son expérience ou sur la situation actuelle au niveau industriel ou technologique en Turquie? Bon, pour le moment, il n'y a peut-être pas de questions. Moi, je vous demanderais un petit peu concrètement, puisque ici, on est dans un salon dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation et à l'international. Si une entreprise française innovante souhaite implanter une petite cellule de R&D en Turquie, comment ça se passe et est-ce qu'elle peut bénéficier d'aide du gouvernement turc? Oui, la réponse est oui. Oui. Après, comme je disais, ça dépend ce qu'on veut faire, d'accord? Oui. C'est un grand projet, c'est un petit projet, c'est un moyen projet, évidemment, ça se discute. Mais la réponse est oui, on peut avoir. Et après, évidemment, les incentives sont proportionnels, en fait, de ce niveau. Mais comme je disais dans la présentation, l'innovation est demandée par la Turquie. Quelqu'un qui veut faire de la recherche et développement, oui, il sera bien accueilli. Oui, il sera bien traité. Après, il choisira. Est-ce qu'il y a des zones, spécifiques, je n'ai pas détaillé ici, il y a des zones spécifiques, justement, pour l'industrie et pour faire de la recherche et développement. Est-ce qu'il peut... Ce sont des zones déjà toutes faites. Oui. Cette société peut démarrer à la limite dans quelques semaines.
avoir un local démarré directement par ses recherches et développements. Et automatiquement, en parallèle, justement, l'Office d'Invest en Turquie, qui est, comme je disais, le guichet unique, okay, il doit aider cette société justement à obtenir des incentives. Et seulement vous rappeler, c'est que l'Office travaille gratuitement. Ce n'est pas un consultant. Un consultant, j'ai envie de dire privé, d'accord. Tout ce qu'on fait est gratuit. Tout ce qu'on fait, c'est-à-dire tout ce que je fais ici, tout ce que mes collègues font à Istanbul et à Ankara, c'est gratuit, d'accord. Toute l'étude, les communications, l'obtention des permis, j'ai même, ils interviennent pour avoir même des visas pour des gens non français. Enfin bon, bref, je ne veux pas dérouler toute la liste, mais ils peuvent tout faire pour aider justement cette société à s'y implanter et démarrer rapidement. Très bien. Et si on veut contacter des startups en Turquie, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de travailler avec des startups turques? Moi, j'ai le souvenir, mais il y a déjà quelques années, d'avoir visité des parcs technologiques. C'était formidable. Mais donc, c'est relativement facile d'accéder à des ressources technologiques locales. Oui, la réponse est oui, mais c'est pas toujours bien connu, je pense, du grand public, et surtout en France. Il y a encore un effort à faire pour faire connaître ces startups turques. Et cette année, par exemple, Vivatech, pour la première fois, tout à fait, il y avait un stand turc payé par l'Office, et on a amené une vingtaine de startups turques pour exposer, pour parler, pour faire connaissance justement avec des sociétés, avec des startups français. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut encore le développer, mais on a des contacts nécessaires, okay, pour qu'on puisse établir éventuellement le pont et le lien entre une start-up en France et en Turquie. Merci Antoine. Monsieur? Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante qui remet justement en avant les atouts de la Turquie et la place importante qu'elle a dans la région. Vous avez rapidement évoqué justement l'inflation qui est assez importante justement en Turquie. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez pas justement qu'aujourd'hui ça représente potentiel frein dans l'émancipation justement économique de la Turquie? Et mon autre question, c'était justement de savoir si vous ne pensez pas justement aussi que cette inflation explique la raison pour laquelle la Turquie est à la 8e place et qui explique pourquoi elle n'est pas aujourd'hui en top 5, parce qu'il y a tous les avantages et tous les atouts pour l'être. Oui, je me permets seulement de vous dire que lorsqu'on parle d'inflation, on ne peut pas séparer inflation et dévaluation. Parce qu'en fait, si vous avez que de l'inflation sans dévaluation, personne ne le souhaite, hein, surtout pas en France, hein. Là, ça devient dramatique. C'est-à-dire que vous augmentez vos prix, vous n'arrivez plus à exporter puisque tout devient cher. En Turquie, ce qui est intéressant, et ça on l'a observé depuis dizaines et des dizaines d'années, c'est pas le fruit de l'année dernière, enfin je dirais, ça date depuis longtemps, c'est que vous avez toujours ce phénomène entre dévaluation qui vient frapper au premier coup, c'est-à-dire la livre chute de 20-30%, et 6 mois après, vous avez l'effet inflation qui vient rattraper 80-90%, jamais 100% de la dévaluation. Ça, c'est observable. Je ne suis pas un économiste, mais c'est ce que tous les économistes et toute l'histoire est là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'industriel? À l'instant T, tous vos prix, tous vos coûts en euros versus la livre turque, ils vont augmenter parce que vous avez une dévaluation. La livre turque a beaucoup baissé. Par contre, si vous exportez, c'est pour ça que je dirais, en Turquie, il faut y aller pour, bien sûr, produire, mais surtout exporter. Parce que le salaire, 10 000 livres turcs, avant vous le divisez par 40, exemple, ou 30, avec la dévaluation, vous le divisez par 50. Donc à l'instant T, la valeur du salaire en euros, converti en euros, il a baissé de 10-20%. Vous n'avez rien fait. Donc la masse salariale a baissé. Et si vous exportez, vous n'allez pas baisser votre prix en euros. Donc c'est tout bénef. Vous avez 10-15% de suite. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inflation qui va venir après. Et vous allez, ces 10-15%,
gagné par la dévaluation, il vient être mangé petit à petit par l'inflation dans les 6 mois qui suivra la dévaluation. C'est là où je dis il faut être très, entre guillemets, futé, malin, voire même un peu, peut-être demander à l'expert l'appui des gens. Comment utiliser à votre faveur le truc? C'est pour ça, en fait, pourquoi j'ai insisté beaucoup sur la localisation, la dépendance de votre production de la livre turque. Parce que si vous dépendez beaucoup trop de la livre turque, ce qui est mieux, lorsque la livre chute, mais vos prix en euros, en dollars, mais ils chutent aussi. D'accord? Même si après vous leur donnez 30-20%, il y a toujours du gain dû à la dévaluation. Donc oui, si vous manipulez l'inflation toute seule, elle est dangereuse, mais comme elle vient toujours accompagnée de la dévaluation, c'est une bonne chose. Merci Antoine. Peut-être que c'est terminé, mais on n'a pas le temps de traiter la deuxième question, de savoir si la Turquie est 8e à cause de cette raison. Honnêtement, je ne sais pas vous répondre sur ce sujet. En tout cas, on a terminé notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle ce que j'ai dit en introduction, c'est que chez BPI France, on favorise les partenariats notamment technologiques entre les entreprises françaises et les entreprises turques. N'hésitez pas à aller voir BPI France dans votre région si vous êtes concerné par des projets de coopération. Et en tout cas, merci beaucoup Antoine pour votre présentation, si j'ose dire, un peu théorique de l'écosystème turc et votre témoignage personnel de votre expérience professionnelle. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup.